C'est troublant, c'est malsain. Ça fait très mal, ça touche la corde sensible. La famille a partagé une photo des victimes ici, Noah et Sophia, et dit que leur grand frère, qui est accusé de les avoir tués, était incroyablement protecteur envers les enfants. Ils ne comprennent aucune circonstance qui aurait pu le pousser à faire cela et à causer leur mort. Noah Kent Murphy est né le 12 décembre 2009 de Melissa et Jefferson Murphy, surnommé Vinny. Noah était sociable et intelligent. Il était en 2e année à l'école primaire Edison à Colorado Springs et il avait une grande imagination, connaissait tous ses voisins, adorait les jeux vidéo et jouait avec des pistolets Nerf. Il aimait aussi être dehors, faire du roller, du vélo et se promener avec son père jusqu'à la librairie de bande dessinée. Sa petite sœur, Sophia Grace Murphy, est née le 11 novembre 2011 à Cheveille. Elle était en maternelle à l'école élémentaire Edison et elle adorait lire. Sophia s'intéressait beaucoup aux Shopkins, aux Barbie, à Mon Petit Poney et aux maisons de poupées. Elle adorait les vieux bijoux, nager, aller à la bibliothèque, passer du temps avec sa maman, se faire des amis et accueillir les nouveaux élèves dans son école. Les enfants avaient aussi 3 autres frères et sœurs. Peu après 1h du matin, le 17 octobre 2017, la police est intervenue au domicile de la famille, situé au 912 de Carlisle Street à Colorado Springs, suite à des signalements de coups de couteau. Et ce qu'ils allaient découvrir était horrible. À leur arrivée, les agents ont découvert que Sophia, âgée de 5 ans, Noah, âgé de 7 ans, et leur père, avaient tous été poignardés à l'intérieur de la résidence. Tous les 3 ont été transportés dans un hôpital à proximité, après des tentatives désespérées des secours pour leur sauver la vie. Cependant, le père serait le seul à survivre. Il parlerait aux autorités depuis son lit d'hôpital pendant sa convalescence. Il leur a dit qu'il dormait dans sa chambre cette nuit-là quand il a soudainement été réveillé par les cris de l'un de ses plus jeunes enfants. Alors, il s'est précipité au sous-sol de sa maison où il s'est retrouvé face à son fils de 19 ans, Malik Murphy. L'adolescent s'est jeté sur son père et l'a poignardé au cou. Vinny a commencé à se battre avec lui et a réussi à repousser son fils dans le garage, où il l'a retenu jusqu'à l'arrivée de la police. À ce moment-là, personne ne savait que Malik avait attaqué son petit frère et sa petite sœur. Mais bientôt, la grand-mère des enfants, qui vivait dans la même maison, s'est mise à crier « Sophia a été poignardée !» On a rapidement découvert que le petit Noah avait lui aussi été mortellement blessé. Je me souviens avoir entendu ma mère quand j'étais dans ce garage, entre les deux. Ces gars-là, j'ai entendu ma mère crier « Sophia a été poignardée !» J'ai couru à l'intérieur, je suis partie. J'ignorais qu'ils étaient à l'étage, alors je suis descendue pour la trouver. Et moi, J'ai trouvé... Noah en premier. Je savais qu'il était parti. La famille ne comprenait pas comment cela avait pu arriver. Sophia et Noah jouaient joyeusement au football dehors avec leur grand frère, Malik, seulement quelques heures avant les meurtres. Selon une déclaration publiée peu après la mort des enfants, la famille a affirmé que l'attaque avait été totalement non provoquée. Avant cela, la mère et le père ont déclaré que Malik avait été un grand frère et un fils attentionné, aimant et toujours là pour les autres. Ils ont également déclaré que Malik n'avait jamais montré la moindre agressivité physique et ne leur avait même jamais répondu de manière irrespectueuse. Ils étaient une famille très soudée qui faisait tout ensemble. Pendant ce temps, Malik Murphy, âgé de 19 ans, a été placé en état d'arrestation et inculpé de 2 chefs de meurtre au premier degré, ainsi que d'un chef de tentative de meurtre. Il a été détenu sans possibilité de libération sous caution. L'adolescent a admis aux enquêteurs qu'il avait souvent des pensées meurtrières et qu'il avait tué son frère, sa sœur, et tenté de tuer son père parce qu'il voulait être seul dans la maison. Donc, cette nuit-là, Malik avait pris son couteau de chasse, qu'il gardait près de son lit et avait acheté chez Walmart plusieurs mois plus tôt pour cette raison. Puis il a commencé à poignarder sa sœur pendant qu'elle dormait. Malik partageait également une chambre avec ses jeunes frères et sœurs, ce qui a rendu cette attaque encore plus facile. L'adolescent a avoué à la police qu'il avait poignardé son frère et sa sœur 3 fois chacun. Et pendant qu'il attaquait Sophia, elle avait crié son nom. Il a aussi reconnu avoir poignardé son père venu voir ce qui se passait. Le plan de Malik était de tuer toute sa famille, puis de les enterrer dans le jardin, tout cela pour pouvoir être seul. À un moment donné, lors de son interrogatoire avec les autorités, il a dit « Je n'arrête pas de penser à tuer des gens ». Il a aussi confié à un détective qu'il devait simplement tuer ses frères et sœurs. Puis,
Il y a eu des moments où Malik était dans la salle d'interrogatoire et on le voyait sur les images se frapper la tête contre le mur et s'allonger par terre en répétant « Non, 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 oh mon Dieu, pourquoi? Et Malik, qu'as-tu fait ?» Malik avait aussi montré d'autres comportements préoccupants auparavant. Quelques mois plus tôt, en mars, il avait été arrêté dans l'Illinois. La police avait reçu un signalement indiquant qu'un véhicule était en feu et qu'un homme vêtu tout en noir le regardait brûler. Un agent envoyé sur les lieux s'est approché de Malik qui s'est retourné et lui a dit « C'est moi qui ai mis le feu à la voiture ». Le véhicule était un Ford Explorer blanc de 2004 qui appartenait à ses parents. Un témoin a dit à la police qu'avant l'arrivée des secours, il avait vu Malik quitter la voiture et s'allonger sur l'herbe près d'un Walmart voisin. Il semblait extrêmement calme. Après cet incident, il a été interrogé par des enquêteurs et Malik leur a dit qu'il avait eu des ennuis pour possession illégale d'alcool dans sa ville natale de Colorado Springs. Il a expliqué avoir emprunté la voiture de sa mère pour un entretien, puis avoir choisi de rendre visite à un ami dans l'Ohio à la place. À plusieurs reprises, Malik s'est arrêté pour faire le plein et il a également contacté la police pour leur faire savoir qu'il avait pris la voiture de ses parents sans leur permission. Il a dit que les autorités lui avaient seulement répondu que le véhicule n'avait jamais été déclaré volé. Il a aussi reconnu avoir versé de l'essence sur la banquette arrière et utilisé des pages d'un livre de coloriage pour y mettre le feu. Apparemment, ses parents avaient en fait signalé le SUV comme volé, mais selon sa mère, on lui avait dit que puisqu'elle lui avait remis les clés, il n'y avait rien à faire. La mère a déclaré que lorsque le véhicule a disparu avec Malik, ses médicaments narcotiques sur ordonnance ont également disparu. Les parents de Malik ont dit aux enquêteurs de l'Illinois que leur fils prenait des antidépresseurs, portait des appareils auditifs à cause de problèmes d'oreilles et avait déjà fugué lorsqu'il se sentait trop sous pression. L'adolescent a finalement été inculpé de dégradation et d'incendie criminel, mais l'affaire a été classée quelques mois plus tard, en août. Ses parents ont expliqué que bien que leur fils ait de graves problèmes de santé mentale, il n'avait pas d'antécédents criminels et ont demandé l'abandon des charges. Ce que le tribunal a accepté à condition que Malik reçoive un traitement pour sa santé mentale qui consistait en 12 séances de thérapie. Apparemment, la famille l'avait déménagé à Colorado Springs plusieurs années plus tôt dans le but de repartir à zéro après un incident survenu au lycée de Malik. Alors qu'il fréquentait le lycée Lincoln Southeast, l'adolescent s'est caché dans les toilettes avec l'intention de surprendre la prochaine personne qui entrerait et de l'étrangler. Il n'a finalement blessé personne gravement, mais Malik a admis qu'il voulait savoir ce que ça faisait de tuer quelqu'un. Cependant, il n'est finalement pas allé jusqu'au bout parce qu'il avait peur que sa victime se défende et le maîtrise. Je suppose donc qu'il s'en est pris à de jeunes enfants innocents, sachant qu'il ne pourrait pas le maîtriser. Pendant qu'il était interrogé au sujet des meurtres de Sophia et Noah, Malik a dit au détective qu'il avait été dans 6 ou 7 établissements psychiatriques différents au cours de sa vie. Et il était allé 3 fois à Aspen Points Lighthouse, à Colorado Springs, qui gère un centre de stabilisation à court terme. Sa mère a confirmé cette information plus tard. Selon ses parents, Malik était un enfant calme et doux qui a commencé à montrer des signes de maladie mentale vers l'âge de 15 ans. C'était à peu près à la même époque qu'il leur a dit qu'il ne croyait plus en Dieu. Ils ont déclaré qu'il était alors devenu sombre et renfermé, sombrant dans une profonde dépression, ce qui l'a laissé sans motivation pour terminer le lycée, trouver un emploi ou s'inscrire à l'université. Ses parents ont dit qu'ils avaient essayé d'aider leur fils en assistant à des séances de suivi psychologique avec lui et en encadrant son traitement et en priant. Parfois, les choses me semblaient bien se passer pour lui. D'autres fois, pas vraiment. Melissa disait de son fils « On ignore qu'une personne veut tuer une autre tant qu'elle ne le montre pas ou ne manifeste pas de signes révélateurs. Aucun de ces cas ne s'appliquait à Malik, point final. » Le fait est que Malik, l'aîné de 5 enfants, avait déjà avoué à ses parents par le passé qu'il avait tué de petits animaux. Il avait également menacé sa famille à 3 reprises et avait eu des pensées meurtrières envers eux. En avril 2016, une thérapeute qui travaillait avec Malik a signalé qu'il lui avait dit vouloir tuer toute sa famille avec un couteau de cuisine. Et la professionnelle de santé était très inquiète que sa mère ne prenne pas sa menace assez au sérieux. Mais selon la mère de Malik, Melissa, il était difficile de prendre la menace de son fils au sérieux, surtout que ses actes avaient toujours montré qu'il était un grand frère extrêmement affectueux.
Malik informerait la police qu'il avait reçu un diagnostic de dépression et de troubles de la personnalité antisociale qui est associé à des idées homicides et suicidaires et se caractérise par un manque de considération pour les droits et le bien-être des autres. Les détectives ont confirmé qu'il prenait un générique du Zoloft qui est souvent prescrit pour la dépression. Une professionnelle de santé mentale pensait que Malik avait un trouble bipolaire sans diagnostic officiel. Une autre fois, ses parents avaient essayé la thérapie psychanalytique avec lui, mais ils se sont arrêtés juste avant que Malik ne reçoive un diagnostic de schizophrénie. Les voisins avaient aussi remarqué des problèmes chez l'adolescent. Une personne a déclaré aux enquêteurs que Malik avait des problèmes de comportement et qu'on l'avait déjà retrouvé sur son porche complètement incohérent après avoir pris des pilules et bu de l'alcool. Selon la mère des enfants, Melissa, Malik s'isolait et recherchait la solitude depuis un certain temps. Elle pense maintenant qu'il avait fini de parler de ce qu'il pensait et ressentait vraiment. Parce qu'à chaque fois auparavant, lorsqu'il avait avoué vouloir faire du mal à sa famille, il avait été obligé de rester ailleurs, parfois pendant une semaine et une fois pendant toute une année scolaire. Ce que les parents ne savaient pas, c'est qu'environ un mois avant de tuer Sophia et Noah, l'adolescent avait décidé de changer de thérapeute. Alors qu'ils avaient auparavant été très impliqués dans le traitement et le suivi psychologique de Malik, une fois que Malik a eu 18 ans, ils en ont été légalement exclus. Ils ont donc affirmé qu'ils n'avaient aucune idée qu'il avait des idées homicidaires. Ils pensaient qu'il était simplement traité pour une dépression. Le grand-père des enfants, Terry Mason, a pris la parole et a dit qu'il pensait que Malik n'arrivait tout simplement pas à comprendre ce qu'était la vie. Il a dit qu'il avait ses pensées. C'était juste un garçon calme. Il leur posait des problèmes. Il avait des problèmes de colère. Mais en même temps, le grand-père n'avait aucune idée de pourquoi il aurait attaqué ses frères et sœurs. Terry a déclaré que Malik aimait Sophia et Noah. Il était très protecteur envers eux et faisait souvent du babysitting aussi. Le grand-père pense maintenant que peut-être Malik a tué parce qu'il avait l'impression que la vie n'était pas juste envers lui et qu'il était simplement en colère contre la société parce qu'il ne s'y sentait pas à sa place. En avril 2018, Malik plaiderait non coupable des accusations portées contre lui pour cause d'aliénation mentale. Et après avoir consulté plusieurs médecins pendant plus d'1 an pour déterminer s'il était apte à être jugé, il serait finalement déclaré totalement sain d'esprit. Puis enfin, en décembre 2019, plus de 2 ans après que Noah et Sophia aient été brutalement tués, leur frère de 22 ans Malik accepterait un accord de plaider coupable concernant les accusations portées contre lui. Il serait ensuite condamné à purger 2 peines consécutives de 48 ans de prison, soit un total de 96 ans. Il a également été condamné à une peine de 16 ans à purger simultanément pour la tentative de meurtre de son père. La mère des enfants, Melissa, s'adresserait à son fils aîné lors de l'audience de détermination de la peine et dirait « Comment oses-tu, Malik, commettre l'acte le plus indicible envers ton propre petit frère, ta sœur et ton père ? Cette peine de 96 ans est la plus appropriée pour toi. Tu ne mérites pas de vivre en dehors de la prison. Tu as volé la vie de Noah et Sophia. Tu tues, tu vas en prison. » Elle a poursuivi en déclarant « Je crois que le mal et la maladie mentale sont responsables de ce qu'a fait Malik. Malik souffre d'une véritable maladie mentale qui, d'une manière ou d'une autre, a soit été mal diagnostiquée, soit n'a pas été diagnostiquée du tout. Et c'est vraiment une sacrée honte, sincèrement. » La mère a aussi évoqué ses 2 plus jeunes enfants tués. Elle a dit que Sophia, qui venait de commencer la maternelle, était une petite fille douce et facile à vivre qui rendait la vie digne d'être vécue. Puis elle a dit que son fils Noah était plein d'esprit et débordant de vie et qu'il veillait toujours sur sa petite sœur. Pendant qu'il était en détention, Malik a déclaré à une journaliste qu'il était extrêmement désolé d'avoir tué ses 2 jeunes frères et sœurs et que ce n'était pas du tout dans sa nature. Une veillée a été organisée pour Sophia et Noah Murphy peu après leur décès, au parc Flanagan à Colorado Springs. Ici, plus d'une douzaine de personnes se sont réunies et ont allumé des bougies en leur mémoire. Oh, c'est écrasé. Écrase-nous. Tenant leurs enfants dans les bras, cette communauté de Colorado Springs se rassemble après l'impensable. C'est difficile. Surtout en voyant les enfants jouer dehors constamment. Ces bougies brillent pour Sophia Murphy, 5 ans, et Noah Murphy, 7 ans, poignardés à mort dans leur propre maison. Leur propre frère est accusé de les avoir tués. C'est un choc total et absolu. Je veux dire, on voit ce gars se promener de temps en temps dans la rue,
jouer avec les enfants. Le suspect Malik Murphy a dit aux enquêteurs qu'il avait acheté un couteau il y a des mois et qu'il avait décidé de tuer sa famille. Ce soir, les parents essaient d'expliquer ce qui s'est passé à leurs enfants. Certains jouaient avec eux et allaient à l'école avec eux. Ça va, ma chérie. Il y a juste une minute, on vous a tous vus ici et il demandait « Pourquoi les infos sont là ?» Et je lui ai dit « Ma chérie, c'est à cause de ton ami. » Et elle a dit « Pourquoi ça doit être mon ami ?» Trop de questions sans réponse alors qu'ils ont lâché un ballon rose et bleu puis se sont arrêtés pour se recueillir. C'est dur, mais on va surmonter ça ensemble dans le quartier. Les funérailles des frères et sœurs ont eu lieu plus tard, le lundi 23 octobre 2017 à l'église Mountain Springs à Colorado Springs. Ils ont ensuite été enterrés côte à côte au cimetière Evergreen dans le comté d'El Paso, au Colorado. Eh bien, merci d'avoir écouté l'histoire de Noah et Sophia aujourd'hui. Il y avait certainement de grands signes avant-coureurs que quelque chose n'allait pas avec Malik. Il avait menacé sa famille à 3 reprises avant de tuer Noah et Sophia et d'attaquer son père. Cependant, pour une raison inconnue, il a pu rester dans la maison et partager une chambre avec ses jeunes frères et sœurs. Bien que je comprenne qu'il ait pu agir comme un grand frère aimant, dès l'instant où il a menacé la vie de l'un d'eux, il n'aurait pas dû être autorisé à être avec ses frères et sœurs sans surveillance. Que pensez-vous de cette affaire ? Une croisière dans les Caraïbes qui a tourné au cauchemar. Cette jeune fille de 18 ans de Titusville est décédée à bord du Carnival Horizon et maintenant le FBI se joint à l'enquête. Anna Marie Kepner est née le 13 juin 2007. Ses parents sont Heather Wright et Christopher Kepner. Elle était affectueusement surnommée Anna Banana et on disait qu'elle était pétillante, drôle et extravertie. Anna vivait chaque jour avec tout son cœur. Elle aimait le soleil, l'eau, aller à la plage et faire des balades en bateau. Elle aimait ses frères et sœurs et veillait à ce qu'ils le sachent. Anna était une grande blagueuse qui pensait toujours aux autres. Elle adorait les enfants, les dauphins, toutes sortes de musique, les loisirs créatifs, les papillons, Shawn Mendes, la couleur bleue et faire des puzzles avec sa Mima. Anna était une grande fan des Georgia Bulldogs et rêvait de devenir pom-pom girl pour eux un jour. Elle avait eu son permis de bateau avant de conduire et était certifiée pour plonger avec sa famille. Anna avait aussi commencé la gymnastique à seulement 2 ans et elle aidait même à enseigner aux plus jeunes gymnastes en grandissant. L'adolescente fréquentait Temple Christian School où elle était pom-pom girl et devait obtenir son diplôme en 2026 KISS. Après cela, elle voulait rejoindre la marine américaine et devenir policière cynophile. Au début du mois de novembre 2025, Anna, son père, sa femme Chantal Kepner, ses frères et sœurs ainsi que ses frères et sœurs par alliance, ainsi que ses grands-parents, sont tous partis en croisière ensemble. La famille naviguait à bord du Carnival Horizon qui voyageait de Miami vers les Caraïbes. C'était une croisière de 6 nuits qui est partie le 2 novembre et est revenue le 8 novembre. Mais seulement un jour avant que le navire ne soit censé accoster à Miami, une découverte troublante a été faite. Le matin du 7 novembre, une femme de ménage est entrée dans la cabine qu'Anna partageait avec son frère de 13 ans et son frère par alliance de 16 ans, Timothy. En nettoyant, elle a trouvé le corps sans vie de la jeune fille de 18 ans, coincée sous le lit. Elle était enveloppée dans des couvertures et recouverte de gilets de sauvetage. Une enquête sur la mort d'Anna a aussitôt débuté. Les forces de l'ordre et le FBI ont examiné les vidéos de surveillance, les données des cartes magnétiques et interrogé les autres personnes présentes sur le navire. La famille d'Anna a également été interrogée et a déclaré l'avoir vue pour la dernière fois la veille au dîner, avant qu'elle ne retourne dans sa chambre en disant qu'elle ne se sentait pas bien. À ce moment-là, aucune arrestation n'a été effectuée, cependant, et la mort d'Anna est restée un immense mystère. Le FBI est monté à bord alors que les passagers quittèrent le navire samedi matin à Miami. Un corps a été sorti sur une civière avant d'être emmené hors du tribunal. Difficile de croire que tu étais là quand c'est arrivé. Nous étions à quelques centaines de pieds de cette chambre. Lindsay Allison était à bord de l'Horizon, logeant à quelques chambres de là où tout cela s'est passé. Elle se souvient qu'un appel médical a été lancé vendredi vers 11h du matin. Après cela, la sécurité n'est jamais partie.
Ils ont très bien surveillé la chambre. Temple Christian School à Titusville affirme qu'Anna Kepner a fréquenté leur établissement et il semblerait qu'elle soit la victime décédée sur le navire. L'école a publié des photos et un message lundi à l'attention des familles sur Facebook disant que tu étais une jeune femme brillante et au grand cœur dont la présence apportait chaleur et énergie dans la classe. Ton absence se fera sentir chaque jour, mais ton impact et les souvenirs que tu as créés continueront de vivre dans nos cœurs. Les hommages déposés sur la voiture d'Anna, toujours garée à l'école, se multipliaient d'heure en heure. Elle était tellement douce, très gentille, toujours là pour tout le monde. C'est vraiment terrible. On ignore ce qui est arrivé à l'adolescente et la cause de sa mort. Le FBI dirige l'enquête et Carnival déclare que, puisque l'affaire est en cours et relève de la compétence des forces de l'ordre, il revient au Bureau des affaires publiques du FBI à Miami de fournir plus de détails. Notre priorité est de soutenir la famille de notre cliente. Puis, le 17 novembre, de nouveaux indices dans l'affaire ont fait surface. Après que l'ex-mari de la belle-mère d'Anna, Chantal Kepner, Thomas Hudson, a demandé une audience d'urgence pour la garde, la requête a été rendue publique. Dans les documents, ils ont tous deux décrit leur fils de 16 ans, le frère par alliance d'Anna, Timothy, comme un suspect potentiel dans sa mort. On a dit qu'il était allé dans un hôpital psychiatrique après avoir quitté le bateau de croisière. Thomas a écrit qu'il avait été éloigné des plus jeunes enfants du couple et il demandait maintenant la garde de leur fille de 9 ans parce qu'il craignait qu'elle soit potentiellement en danger, vivant avec quelqu'un qui faisait l'objet d'une enquête pour meurtre. L'avocat de Chantal a demandé au tribunal de reporter l'audience, arguant que si elle devait témoigner, elle pourrait incriminer son fils ou elle-même. Le dossier a également révélé quelques messages textes qui avaient été échangés entre Chantal et son ex-mari Thomas, notamment le 8 novembre vers 19h30. Lorsque Chantal lui a dit « J'ai besoin que tu m'appelles au plus vite, c'est une urgence ». Puis, le 9 novembre, Chantal a dit à Thomas qu'elle était brièvement allée parler avec Timothée pendant qu'il était hospitalisé et il a insisté sur le fait qu'il ne se souvenait de rien de ce qui s'était passé la nuit où Anna avait été tuée. Selon les documents, les forces de l'ordre avaient découvert des images de vidéosurveillance montrant Anna entrant dans la cabine avec son frère par alliance de 16 ans Timothée. Il était la seule autre personne, à part elle, que l'on a vu entrer et sortir de la chambre autour du moment où elle a été tuée. Par conséquent, la police l'enquêtait désormais comme principal suspect. Dans les documents relatifs à la garde des enfants qui ont été déposés, l'ex-mari de Chantal, Thomas, a révélé autre chose de troublant concernant la famille. Il a affirmé que son enfant aîné avec Chantal, âgé de 18 ans, était revenu vivre avec lui après une violente altercation entre l'adolescent et le mari de Chantal, Christophe, le père d'Anna. Thomas a également allégué que les enfants n'avaient pas été correctement surveillés pendant la croisière. Ils avaient peut-être été autorisés à boire de l'alcool et il y avait des modalités d'hébergement inappropriées. Elle est restée impassible pendant que l'avocat de son ex-mari parlait de la croisière. La jeune fille de 16 ans a pu boire de l'alcool. Les adolescents ont eu leur propre chambre pour y séjourner. Il y avait tout simplement beaucoup de circonstances qui montraient que la mère, dans ce cas, n'exerçait pas une surveillance appropriée sur cet enfant. Au moment où l'information sur le frère par alliance d'Anne a été révélée, son beau-grand-père Christophe Donahue a déclaré « Je ne sais pas pourquoi Anna était dans une cabine avec son frère par alliance. Je sais seulement qu'elle est montée sur ce bateau et n'est jamais revenue. On ne passe pas de 0 à 100 comme ça, mais nous n'y étions pas. Tout le monde a le cœur brisé. Il y a des questions. Je ne pense pas qu'on le saura un jour. » D'après les autres grands-parents d'Anna, Barbara et Jeff Kepner, qui étaient partis en croisière avec elle et son frère par alliance Timothy étaient taisés comme les 2 doigts de la main. Barbara Kepner a affirmé que la famille avait réservé 3 cabines lors de la croisière et qu'Anna et ses 2 frères adolescents avaient eux-mêmes décidé de rester dans la même chambre. La grand-mère a dit qu'elle avait une cabine plus grande et qu'elle avait dit aux adolescents que s'ils ne s'entendaient pas, l'un d'eux pouvait venir rester avec elle. Lors de leur dernière rencontre, Barbara a dit que l'appareil dentaire d'Anna la gênait au dîner, mais qu'elle avait tout de même rejoint la fête. Selon Barbara, après le dîner, Anna lui a dit « Mima, je crois que je vais retourner dans ma chambre un petit moment, je ne me sens pas bien. » Mais la grand-mère a dit qu'Anna devait aller mieux un peu plus tard, parce qu'elle s'est habillée et est descendue au casino avec elle, où elle a joué $20. Peu de temps après, Anna est partie en disant à sa grand-mère «
Mima, je vous aime, je vous verrai plus tard. C'était la dernière fois que Barbara voyait sa petite fille. Lorsque la cause du décès d'Anna a été révélée, il a été déterminé qu'elle était décédée le 6 novembre à une heure inconnue. Elle était décédée d'une asphyxie mécanique et sa mort a été considérée comme un homicide. De nombreux médias ont rapporté qu'Anna était morte après une prise d'étranglement, soit un bras autour du cou. On dit qu'à la suite de cela, les enquêteurs ont trouvé 2 ecchymoses sur le côté de son cou. La grand-mère d'Anna, Barbara, a déclaré publiquement que la famille avait été informée qu'il n'y avait aucun signe d'agression sexuelle. Il ne semblait pas non plus y avoir de traces de drogue ou d'alcool dans l'organisme d'Anna au moment de sa mort. Cependant, les résultats officiels de son autopsie et de sa toxicologie sont toujours en attente. Selon l'ex-petite amie d'Anna, Josh, le frère cadet d'Anna, l'autre adolescent qui séjournait dans la même cabine, a entendu des cris et des chaises jetées dans la cabine la veille du jour où elle a été retrouvée morte. Le frère d'Anna a déclaré qu'elle se trouvait dans la chambre avec Timothée et que lorsqu'il a essayé d'entrer, le garçon de 16 ans l'en a empêché. Ensuite, il a entendu Timothée crier sur Anna de façon agressive, lui disant de la fermer. L'ex de Anna, Josh, a aussi dit avoir surpris Timothy essayant de monter sur Anna il y a quelques mois. Josh était en appel FaceTime tard le soir avec Anna, qui était allongée sur son lit, lorsque soudain son frère par alliance Timothy est entré dans la chambre et a essayé de se glisser sur elle. Mais Josh l'a surpris et lui a demandé ce qu'il était en train de faire. Cela a fait fuir Timothée. Mais Joshua a dit qu'Anna avait toujours trop peur de raconter ce qui s'était passé parce que Timothée la menaçait. Josh a dit que dès le début, Anna ne se sentait pas à l'aise de vivre avec sa nouvelle belle-mère et ses frères et sœurs par alliance. Elle avait l'impression de peu les connaître car son père Christopher avait rencontré Chantel seulement 1 an plus tôt. Anna a aussi dit à Josh que Chantel se montrait désagréable avec elle et qu'elle était très autoritaire. Pour s'éloigner de son frère par alliance, la jeune fille de 18 ans passait souvent du temps chez des amis. Elle avait peur de lui parce qu'il portait toujours un grand couteau sur lui. Steven Weston dit que son fils Joshua, qui sortait avec Anna, a été témoin d'un incident troublant lors d'un appel FaceTime. Il a vu son frère par alliance entrer dans la chambre pendant qu'elle dormait et monter sur elle. Il dit que j'ai essayé de prévenir les parents que cela se passait et qu'ils n'ont pas voulu me croire. Il est comme obsédé, attiré par elle à la folie. Il a toujours voulu sortir avec elle. C'est tout le contraire de ce que disaient les grands-parents d'Anna à propos de la proximité entre les adolescents. Des mois passeraient sans qu'aucune nouvelle ou arrestation supplémentaire ne soit faite dans l'affaire d'Anna. Puis, en février 2026, il a été découvert grâce à des documents relatifs à la garde des enfants que Timothée avait été inculpé du meurtre d'Anna. Il a également été inculpé pour une autre chose qui a été censurée. Cependant, pendant un certain temps, il est resté en liberté et vivait chez son oncle avec un bracelet électronique à la cheville après sa sortie de l'hôpital. Heureusement, cela n'a pas duré longtemps, car le 13 avril, il a été annoncé que Timothy, âgé de 16 ans qui avait auparavant été inculpé en tant que mineur, était désormais inculpé en tant qu'adulte pour meurtre au premier degré et agression sexuelle aggravée. L'audience de la garde de Chantel et Thomas a donc eu lieu en février 2026 et de nouvelles informations ont été révélées. Chantel a expliqué que Timothy avait reçu un diagnostic de TDAH et qu'il prenait du Concerta prescrit pendant la journée, ainsi que de la clonidine le soir pour l'insomnie. Chantel a dit qu'elle gardait ses médicaments pendant qu'ils étaient en croisière, mais qu'il avait quand même manqué 2 doses de sa clonidine. L'une des nuits où il n'avait pas pris ses médicaments était la nuit où Anna avait été tuée. Et la raison pour laquelle il ne l'a pas prise, c'est parce que Chantel s'était endormie avant de pouvoir lui donner. La belle-mère d'Anna, Chantel, affirmait qu'Anna et ses 2 fils, y compris Timothée, étaient très proches, comme les 3 amigos. De son côté, la mère biologique d'Anna, Heather, a dit qu'elle n'avait appris la mort de sa fille qu'en ligne. Heather a également été empêchée d'assister aux funérailles d'Anna et elle a essayé de donner l'impression qu'elle était une mère aimante, attentionnée et en deuil. Mais la vérité, c'est qu'Anna pensait que sa mère ne valait rien. Elle avait été complètement consumée par sa dépendance à la drogue. Et Anna avait exprimé ses sentiments très clairement dans l'une de ses dernières vidéos TikTok. Beaucoup ont dit cependant que Heather n'était pas la seule parent à avoir laissé tomber Anna. Son père, Chris Kepner,
aurait été au courant du fait que Timothy était obsédé par sa fille et s'était montré inapproprié avec elle. Chris avait également trompé la mère d'Anna, Heather, avec une baby-sitter de 15 ans, il avait 24 ans à l'époque. Mais une fois que Chris a épousé cette baby-sitter, ses parents ont décidé d'abandonner les accusations de violence sexuelle contre lui. Lors de l'audience relative à la garde de Chantel, son fils aîné a raconté comment elle l'avait enlevé à son père, Thomas, un jour alors qu'il était à l'école. Il a affirmé que Chantel l'avait maintenu et que Chris lui avait fait une clé d'étranglement pour le retenir dans la voiture. Ce qui me fait me demander, est-ce que Chris a déjà fait ça à Timothée aussi dans le passé? Et c'est pour ça que Timothée a utilisé la même prise pour tuer Anna? Thomas Hudson affirme n'avoir jamais autorisé ses enfants à partir en croisière, mais Chantel les y a quand même emmenés. Ce n'est pas le seul problème parental qui affecte les enfants. Au tribunal, nous avons aussi appris que tous ont suivi une thérapie d'au moins 1 an. L'aîné des enfants a témoigné que Chantel et le père d'Anna, Chris, ont essayé de le forcer à déménager à Titusville contre sa volonté et l'ont même retenu de force dans la voiture. Et Christopher ou Heather qu'ont-ils fait? Ils m'ont maintenu contre le siège et il a passé son bras autour de l'arrière de mon cou, me retenant contre le siège avant. Elle m'a aussi maintenu là. Ta mère était-elle toujours devant ou est-elle allée à l'arrière? À ce moment, elle s'était glissée sur la banquette arrière et avait commencé à me tenir. Et ensuite, Christophe et Kevin, qu'a-t-il fait exactement avec son bras? Il a passé son bras autour de mon cou et m'a poussé contre le siège avant. Donc ta tête était-elle penchée contre le siège avant? Oui. Monsieur, et êtes-vous resté conscient tout le temps ou avez-vous perdu connaissance à ce moment-là? Je crois avoir perdu connaissance 1 ou 2 fois. La famille d'Anna la décrivait comme très agréable et les gens disaient qu'elle avait une énergie communicative avec un sourire qui vous attirait tout de suite. Sa famille a dit qu'elle venait tout juste de passer le test pour rejoindre l'armée. Elle parlait déjà avec des recruteurs et avait déjà choisi sa voie professionnelle. Elle voulait faire quelque chose qui aiderait sa communauté. Elle n'avait jamais de filtre, c'était son charme. Qu'elle s'entraînait à de nouveaux looks de maquillage, même si elle n'avait nulle part où aller, qu'elle faisait des TikTok devant son miroir ou qu'elle écoutait à fond une playlist parfaitement choisie sur le bateau, Anna vivait chaque jour avec tout son cœur. Elle adorait le soleil, l'eau, les journées en bateau, les journées sur l'île et les journées à la plage. Elle aimait tout ce qui lui permettait de s'imprégner de cette lumière qu'elle rayonnait si facilement autour d'elle. Une célébration de la vie a été organisée pour Anna Kepner le 20 novembre 2025 à l'église Grove, à Titusville, en Floride. La famille a demandé que personne ne porte de noir. Au lieu de cela, ils ont été encouragés à porter des couleurs vives en l'honneur de l'âme lumineuse et belle d'Anna. Merci d'avoir écouté l'histoire d'Anna. C'est irréel qu'elle ait été placée dans la même cabine que son frère par alliance, dont elle avait déjà dit à son père qu'elle avait peur, mais personne ne semblait l'écouter. Et puis quand elle est morte, ils ont menti en disant qu'elle était très proche de Timothy. C'est une affaire que j'aimerais vraiment suivre. Donc si vous souhaitez des mises à jour à ce sujet, faites-le moi savoir. Que nous gagnons. Est-ce qu'elle m'aime et j'étais le meilleur papa? Julius Baptiste pleure en décrivant son dernier appel téléphonique avec sa fille de 7 ans, Julicia Baptiste, qui est décédée mardi à son domicile où elle vivait avec sa mère et ses frères. Elle pleurait en demandant à rentrer chez elle. Oh, je n'ai rien fait pour mon bébé et je veux juste la justice pour mon bébé. Julicia Baptiste est née le 26 avril 2014 de sa mère, Nevasia Jones, et de son père, Julius Baptiste. Julicia était une enfant très heureuse et compatissante qui adorait chanter et faire du shopping. La petite fille adorait les licornes, Minnie Mouse et jouait avec ses 4 cousins qu'elle considérait comme des frères et sœurs. Son film préféré était La Reine des Neiges avec Anna et Elsa. Et elle aimait aussi apprendre de nouvelles danses virales qu'elle voyait sur TikTok. On disait aussi que Julicia adorait son père et qu'elle aimait passer du temps avec lui. Julicia était née à Kings County Hospital et avait aussitôt été confiée au service de protection de l'enfance à cause des problèmes de toxicomanie et d'alcoolisme de ses parents. La mère de Julicia avait aussi perdu la garde de ses 5 autres enfants. Les dossiers indiquent que les enfants de Nevasia avaient des coupures, ecchymoses et marques sur le corps.
La mère fumait et soufflait la fumée au visage de ses enfants, bien que certains soient asthmatiques. De plus, il y avait eu plusieurs appels pour des incidents domestiques à la maison, et la mère de Julicia affirmait que son père était violent envers elle. Cependant, il n'avait aucune condamnation pénale et disait que Novacia avait simplement des problèmes mentaux et se battait de manière déloyale. Après avoir été retirée de la garde de ses parents, Julicia a été envoyée vivre chez sa grand-mère paternelle, Yolanda Davis, alors qu'elle n'avait que 5 jours. La fillette est allée vivre chez Yolanda à Crown Heights, Brooklyn. Et lorsque la grand-mère a permis à la mère de Julicia de venir rendre visite au nouveau-né, Nevasia a pris sa fille dans ses bras et a refusé de la rendre, ce qui a poussé Yolanda à contacter la police. Nevasia n'a plus eu le droit de revenir. Durant la garde de Julicia par sa grand-mère, elle était heureuse et ses besoins étaient comblés. Le père biologique de Julicia, Julius, était également autorisé à rendre visite à sa fille le week-end, mais seulement si sa mère, Nevasia, n'était pas présente. Mais en arrière-plan, Nevasia, à qui on avait ordonné de suivre des cours de gestion de la colère, des cours de parentalité et des services de santé mentale, travaillait pour retrouver ses droits de garde sur Julicia. Mais pour l'instant, les juges ont estimé que la mère était sujette à des comportements imprévisibles et à des accès émotionnels. Et à un moment donné, elle s'était même présentée dans un bureau de protection de l'enfance, prête à enfoncer les portes. La mère de Julicia, Nevasia, avait elle-même eu une enfance plutôt instable. Elle avait été élevée par sa propre grand-mère, et lorsqu'elle était adolescente, elle avait fugué de chez elle. Ensuite, elle a vécu dans un duplex à Brooklyn avec une amie, puis a commencé à sortir avec un homme de 25 ans, son aîné. Nevasia a fini par avoir un fils avec cet homme plus âgé, et elle a nommé l'enfant Paul Finn, dont nous reparlerons un peu plus tard. Même si Julicia était heureuse chez sa grand-mère, alors qu'elle n'avait que 3 ans en 2017, les services de protection de l'enfance ont décidé de la retirer de la garde de sa grand-mère. Cela est arrivé après qu'ils ont appris que Yolanda avait laissé Julius, le père de Julicia, lui rendre visite. Après que les services de protection de l'enfance ont retiré Julicia, Yolanda a demandé une audience auprès du Bureau d'État des enfants et des services familiaux, qui a conclu que le retrait était injustifié et a demandé qu'une réévaluation soit effectuée. Ainsi, Julicia finirait par être rendue à la garde de sa grand-mère Yolanda en 2018. Et à ce moment-là, ses parents étaient autorisés à avoir de nouveau des visites supervisées avec elle dans les locaux d'une agence. Même s'il était évident que Julicia n'était pas à l'aise avec sa mère pendant ces visites, les services de protection de l'enfance ont décidé d'étendre les visites avec sa mère et ont permis à Julicia d'aller passer les week-ends dans l'appartement de sa mère. Ces visites ne faisaient qu'angoisser et bouleverser la petite fille. Elle disait à sa grand-mère qu'elle ne voulait pas aller voir sa mère. Et Yolanda est devenue tellement inquiète qu'elle a commencé à enregistrer ce que Julicia lui disait avant d'aller voir sa mère. Julicia a déjà demandé à sa grand-mère d'appeler la police. Quand Yolanda a demandé pourquoi, Julicia a dit que c'était parce qu'elle ne voulait pas aller chez sa mère. Elle n'avait que 5 ans quand elle a dit ça. Pourquoi j'appellerais la police? Pourquoi tu ne veux pas aller avec maman? Oh mon Dieu! Tu me dis d'appeler la police? Parce que je ne veux pas rentrer à la maison. Donc tu dis qu'il faut appeler la police? Qu'est-ce qui ne va pas chez maman pour que tu ne veuilles pas aller chez elle? Dis-moi, tu peux me le dire. Pourquoi tu pleures? Tu ne veux pas voir maman? Ouais. Quoi? You want to see mommy? Pourquoi tu ne veux pas voir maman? Ne pleure pas. Tu dois aller voir maman. Tu ne veux pas voir maman, non? Pourquoi tu pleures comme ça? Ne pleure pas. Pourquoi tu pleures, Punkiness? Tu dois voir maman, d'accord? C'est toi? Don't cry. Que s'est-il passé? Je suis désolée. Tu ne veux pas y aller? Pourquoi? Dans un autre enregistrement, Julicia a révélé que ses 3 frères aînés se disputaient souvent et frappaient leur frère cadet. Ils le font saigner, a-t-elle dit. Qu'est-ce qu'ils font? A demandé Yolanda. Quelque chose de mal, a répondu la fillette. Yolanda savait que quelque chose n'allait pas chez Novacia.
et elle a dit à une assistante sociale qu'une enfant ne devrait pas ressentir cela envers sa mère. Elle en a une peur bleue. Les inquiétudes de Yolanda ont été ignorées et les services de protection de l'enfance ont pensé que la grand-mère voulait seulement clore le dossier. À ce moment-là, Gulicia, âgée de 5 ans, recevait des traitements en santé mentale et il a été noté que pendant ces séances, elle devenait très bouleversée chaque fois que sa mère était mentionnée. Elle montrait aussi beaucoup de colère envers sa grand-mère, qu'elle aimait pourtant, chaque fois que Yolanda évoquait une visite chez sa mère. Lors de certaines visites avec Novasia, Gulicia se cachait parfois dans un coin et se mettait à pleurer. Yolanda en a parlé à une assistante sociale, mais celle-ci lui a répondu « Oh, je sais, mais elle doit voir sa mère. » Il y avait même une visite prévue avec sa mère en janvier 2020. Et pendant que Julicia attendait sa mère, Novasia, elle était très nerveuse et très tendue. Mais dès qu'ils lui ont dit que Nevasia ne viendrait pas, la petite fille s'est immédiatement détendue et a affiché un sourire. Donc, compte tenu de ce contexte, il peut être un peu surprenant que Julicia ait été envoyée vivre chez sa mère à temps plein en mars 2020 sans aucune supervision. Yolanda avait emmené sa petite fille rendre visite à sa mère pour un week-end en mars et Nevasia était censée ramener Julicia au commissariat de police après. Cependant, elle n'est jamais arrivée et Yolanda a été informée par un superviseur que Julicia allait désormais rester plus longtemps chez sa mère. Ils ont affirmé que c'était à cause de la pandémie. Le week-end s'est transformé en 90 jours. Au bout de 90 jours, on lui a dit qu'il fallait faire une évaluation indépendante. Davis affirme s'être rendu plusieurs fois à l'ACS et à SEO Family of Services pour récupérer sa petite fille, sans comprendre pourquoi on l'autorisait à rester avec la femme qu'elle dit avoir maltraité l'enfant. L'avocate nommée par le tribunal pour la fillette s'est même opposée à cela et a envoyé plusieurs courriels au service de protection de l'enfance, expliquant à quel point Julicia avait exprimé son désir de vivre avec sa grand-mère. La seule raison pour laquelle Julicia aimait rendre visite à sa mère, c'était parce qu'elle pouvait jouer avec son petit frère, le 6e enfant de Novasia. Il n'a donc pas fallu longtemps après que Julicia ait emménagé chez sa mère pour que les voisins de Nevasia commencent à remarquer des signes inquiétants. Les voisins disaient qu'ils entendaient constamment la mère crier à l'intérieur de l'appartement et ils remarquaient que la petite fille allait et venait de l'immeuble toute seule. Certains de ses voisins avaient même contacté les services de protection de l'enfance pour faire part de leurs inquiétudes, mais ils avaient simplement été ignorés. La grand-mère de Julicia, Yolanda, avait aussi entamé des démarches pour récupérer la garde de sa petite fille dès qu'elle fut envoyée chez sa mère. Elle savait que ce n'était pas une bonne situation. La police a également confirmé qu'elle était intervenue à plus d'une douzaine de reprises pour des disputes domestiques à l'adresse où vivait la mère de Julicia. Cependant, on ne sait pas si ces appels ont eu lieu avant ou après que Julicia ait emménagé avec elle. Le 31 juillet 2021, Yolanda a reçu une série de messages textes provenant du téléphone de Julicia, ce qui l'a alarmée et lui a fait se demander si sa petite fille les avait réellement envoyés elle-même. Le message commençait par « Mamie, c'est moi, Julicia. Je pars aujourd'hui. Ma mère me laisse vivre avec mon frère. » La grand-mère a demandé « Où ?» Julicia a répondu « Au Texas. » Elle a dit « Je ne reviens pas. » Pour une raison ou une autre, cela n'a finalement pas eu lieu. Environ une semaine plus tard, le 6 août, Julicia a été vue avec un œil au beurre noir. Quand Yolanda lui a demandé l'origine, elle a dit que c'était sa mère qui lui avait fait ça. Yolanda a alors appelé les services de protection de l'enfance pour signaler cela. Une assistante sociale s'est rendue au domicile, mais Novasia a expliqué que la fillette avait été accidentellement frappée au visage avec un pistolet à eau. Et cette explication s'est avérée suffisante. 2 jours plus tard, une voisine de Julicia a vu la fillette dans l'ascenseur avec sa mère, portant des lunettes de soleil pour cacher son œil au beurre noir. Et quelques jours plus tard, le 10 août, les voisins de Julicia et de sa mère ont déclaré avoir été réveillés par les cris de Novasia, cette fois non pas de colère, mais de peur. Novasia avait couru dans le couloir de son appartement et elle a frappé à la porte de sa voisine en criant « Aidez-moi, ma fille ne respire plus ». La voisine a couru dans l'appartement de Novasia et trouvé Julicia, 7 ans, allongée dans sa chambre. Dans le couloir, son grand frère la tenait partiellement relevée. La fillette était inerte et nue. La mère de Julicia a dit que c'était parce qu'elle avait uriné sur ses habits. La mère a poursuivi en disant que Julicia l'avait réveillée en criant son nom. Elle a demandé à la fillette si elle allait bien, qui a répondu avoir mal au ventre. Ensuite, elle est tombée et s'est cognée la tête contre la table. Nevasia et la voisine allaient appeler le 911, mais malheureusement, Julicia n'a pas pu être sauvée et environ 1 heure après avoir été amenée à l'hôpital,
elle a succombé à ses blessures. Les ambulanciers ont trouvé la petite fille froide au toucher et elle avait des traumatismes sur le côté de son visage et sur le côté droit de son corps. Quand Nevasia s'est entretenue avec la police, elle a expliqué avoir été réveillée à 5 heures du matin et trouvé Julicia dans la salle de bain, vomissant et urinant sur elle-même. Suite à son malaise, la fillette a trébuché et s'est cogné la tête contre un bureau. Nevasia a affirmé que le demi-frère de Julicia, Paul Fine, qui avait 17 ans, était alors entré et avait porté la petite fille dans sa chambre. Là, elle s'est évanouie et s'est cogné la tête une seconde fois. Mais en réalité, Paul dirait autre chose aux autorités. Il a dit que Julicia avait passé une grande partie de la nuit dans la cuisine à grignoter, puis avait commencé à vomir dans la chambre. Il a ensuite admis avoir frappé la petite fille 2 ou 3 fois au visage, mais il changera ce chiffre plus tard pour dire 8 fois. L'adolescent a ensuite expliqué que les égratignures trouvées sur le visage de Julicia étaient dues à ses ongles longs. Après cette agression contre Julicia, il a affirmé que la petite fille était allée dans le salon et s'était endormie. Leur mère était partie faire des courses et à la banque, et à son retour, ils ont vu que Julicia s'étouffait et avait les mains blanches. Maintenant, même si Paul avait admis avoir fait du mal à Julicia, aucune arrestation en lien avec sa mort ne serait effectuée pendant près d'1 an. Finalement, en juin 2022, la police a arrêté la mère de Julicia, Nevasia Jones, ainsi que son fils Paul Fine, pour meurtre. Que s'est-il passé à Blasia? Je suis dans le métier. Je ne peux pas tuer ma fille. Tu l'aimes? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Paul serait également inculpé pour agression sexuelle après qu'il ait été découvert qu'après l'attaque contre Julicia, il lui avait aussi fait cela. L'autopsie de la jeune fille avait révélé que la cause de son décès était un traumatisme contondant à l'abdomen, et non au visage comme son frère l'avait affirmé. Après la mort de Julicia, son père, Julius, a dû se battre pour obtenir la garde de son plus jeune fils. Car après le meurtre de Julicia, il avait été placé sous la garde des services de protection de l'enfance. Cependant, en octobre 2023, Julius a finalement obtenu la garde complète du garçon de 4 ans. Et le petit garçon réclame encore parfois sa sœur, disant à quel point elle lui manque et qu'il veut lui faire un câlin et un bisou. Je n'aurai plus jamais la chance de revoir ma fille. C'était une fille formidable, la meilleure fille du monde. Vous savez, super forte, super intelligente. Elle était tout pour moi. Pourtant, je pense à elle tous les jours. Elle me poussait toujours, alors j'avais l'habitude de garder ma barbe pour continuer à avancer dans la vie. Mais ils n'ont jamais écouté ce que je leur disais. J'ai réussi à faire en sorte que ma petite fille leur dise enfin quelque chose. Ma petite fille a dit qu'elle ne voulait plus jamais retourner à l'ACS et que les services SCL m'ont laissé tomber. J'essayais. J'essayais d'empêcher que cela n'arrive. La nouvelle de la mort de Julicia s'est répandue dans l'immeuble où elle vivait avec sa mère, et les voisins ont créé un mémorial avec des bougies, des peluches et des ballons en son honneur. Après avoir affronté Nevasia pour récupérer les restes de la fillette, sa grand-mère Yolanda a pu organiser une cérémonie commémorative et les funérailles de Julicia, plusieurs mois après son décès. Les funérailles de la fillette ont eu lieu le 1er novembre 2021 au Funérarium Jones, à East New York, où elle a été enterrée dans un cercueil rose et une magnifique robe blanche que la petite fille avait choisie auparavant pour assister à un mariage. Lors de la cérémonie, son père a rendu hommage à sa fille décédée, évoquant leurs souvenirs partagés et déclarant « Ma fille et moi avons traversé des épreuves grâce à notre amour. Je me suis tellement amusée avec elle. J'allais travailler, je rentrais et j'essayais de la taquiner avec des friandises. Je l'aime et l'aimerai toujours. Les appels FaceTime du soir vont me manquer », a-t-il ajouté. Puis, ce qui est déchirant, en mars 2025, le demi-frère de Julicia, Paul Fine, a vu les charges retenues contre lui abandonnées et il a été autorisé à repartir libre. Cela est arrivé après que la mère de Julicia, Nevasia, a assumé l'entière responsabilité de la mort de sa fille. Et Paul est revenu sur ses déclarations précédentes, y compris celle où il avait dit avoir frappé sa petite sœur au visage 8 fois. Après sa libération, Paul a été vu à l'extérieur du tribunal en train de sourire. Ses avocats ont déclaré « Nous sommes extrêmement satisfaits que Paul ait pu reprendre le cours de sa vie. Paul aime sa famille d'une façon mal avisée. Il a essayé de protéger sa mère en assumant la responsabilité d'actes qu'il n'avait pas commis. » Selon une source policière, il n'était pas tout à fait clair qui avait porté le coup fatal à Julicia. La grand-mère de la fillette de 7 ans, Yolanda Davis,
a déclaré que ce n'est pas juste et qu'elle n'est pas contente de la libération de Paul. Yolanda a déclaré « Je suis sous le choc. Je suis vraiment comme anesthésiée par toute cette situation. C'est vraiment, vraiment triste. » Après que Nevasia Jones, âgée de 35 ans, a plaidé coupable d'avoir tué sa fille et d'une accusation réduite d'homicide involontaire, elle a refusé de se présenter au tribunal pour que les déclarations des victimes soient lues. Cela a mis en colère le père de Julicia, Julius, qui a déclaré « Elle fuit ce que j'ai à dire. Elle a peur d'affronter le père de sa fille après ce qu'elle a fait. Elle doit être traînée ici pour entendre ce que nous avons à dire. C'est son propre petit jeu mental pour manipuler le système. » Même si Nevasia a refusé de se présenter à cette audience, elle a été obligée de comparaître devant le tribunal pour le prononcer de sa peine le 16 juin 2025. Durant la procédure, elle a eu un accès de vulgarité qui a entraîné son expulsion. Le juge l'a averti que cela allait alourdir sa peine, ce qui est exactement ce qui s'est passé quelques jours plus tard. Nevasia a ensuite été condamnée à 17 ans de prison, soit 2 de plus que ce que le juge avait initialement prévu de lui donner. Nevasia s'est plainte pendant l'audience et a dit au juge que les gens l'appelaient une mère monstrueuse. Je ne comprends vraiment pas pourquoi. Après sa condamnation, le procureur a déclaré « Julicia était une fillette sans défense de 7 ans dont la mère lui a ôté la vie dans un acte troublant de brutalité et d'insensibilité. Aucun enfant ne devrait être exposé à un tel tourment ni subir la terreur inimaginable que Julicia a connue à un si jeune âge. » Merci d'avoir écouté l'histoire de Julicia aujourd'hui. Jusqu'à quel point un enfant peut-il être ignoré par les travailleurs de la protection de l'enfance? Julicia se cachait de sa mère, elle était anxieuse pendant les visites, pleurait et disait même à sa grand-mère d'appeler la police parce qu'elle ne voulait pas aller voir sa maman. Il était évident que quelque chose n'allait pas chez Nevasia. Et tout ce que les travailleurs sociaux avaient à faire, c'était de prendre la fillette de 7 ans au sérieux et elle serait probablement encore en vie aujourd'hui. Sa petite fille avait soudain perdu connaissance et elle ne s'était jamais réveillée. C'était il y a seulement quelques mois. Et maintenant, les ambulanciers l'étaient de retour chez eux, mais cette fois parce que son beau-fils avait cessé de respirer. 2 bébés morts à quelques mois d'intervalle? Que se passait-il vraiment ici et qui en était responsable? Desiree McCartney est née le 17 mai 2014 à Columbus, dans l'Indiana. Sa mère s'appelle Christina McCartney et son père s'appelle Gary McCartney. Desiree était une fillette joyeuse et affectueuse qui aimait danser, chanter et adorait le film La Reine des Neiges. La mère de Desiree, Christina, avait obtenu sa garde exclusive ainsi que de son grand frère Nicholas Kedrowitz et de sa petite sœur Abigail. Christina McCartney, avec ses 3 enfants, a emménagé chez son fiancé, Stephen Ritz, et son fils, Nathaniel Ritz, en 2016. Nathaniel Ritz était le fils biologique de Stephen, dont il avait la garde exclusive. On disait que la mère de Nathaniel n'était pas présente dans sa vie car elle avait consommé de la méthamphétamine pendant sa grossesse. Et Nathaniel est né le 4 août 2016 à Jefferson, dans l'Indiana. C'était un bébé heureux et espiègle, mais malheureusement, on ne sait pas grand-chose d'autre sur lui. Et puisque la mère de Nathaniel n'était pas présente dans sa vie, Christina avait pris le relais et assumé le rôle de mère pour Nathaniel. À présent, Christina, Stephen et leur famille recomposée, comprenant 4 enfants, vivaient à Osgood, dans l'Indiana, au 238 Maple Street. Au moment de cette histoire, Nicolas avait 13 ans, Desiree allait avoir 2 ans, Abigail avait 1 an et Nathaniel avait environ 11 mois. Nicolas, bien plus âgé que ses frères et sœurs, les aidait souvent. Nick était toujours un grand frère attentionné et protecteur. Mais tout n'allait pas bien dans la maison. En fait, le fiancé de Christina, Stéphane, n'était pas connu pour être un homme bien. Elle disait même qu'il pouvait parfois être violent envers les enfants. C'était donc un foyer assez agité, surtout avec 4 enfants, dont 3 avaient moins de 2 ans. Le 1er mai 2017, un appel au 911 a été passé depuis la maison de la famille pour demander les services d'urgence. Stéphane avait passé l'appel et il a dit qu'il y avait un enfant inconscient. Lorsque les secouristes sont arrivés sur les lieux, ils se sont immédiatement occupés de la petite fille qui était inconsciente et ne respirait pas. Elle était également couverte de vomi.
C'était Désiré McCartney, âgée de 23 mois. Désiré avait été transportée en ambulance à Margaret Mary Community Hospital à Batesville. Puis, en raison de la gravité de son état, elle a été transférée à l'hôpital pour enfants de Cincinnati. Mais malheureusement, après plusieurs jours sous assistance vitale, Désiré est décédée le 6 mai 2017. La police voulait donc interroger Christina pour comprendre la situation. Christina a dit à la police qu'elle était rentrée chez elle ce soir-là, vers 18h45. Quand elle est entrée, elle a été accueillie par son fils Nick, qui portait Désiré inconsciente, enveloppée dans une serviette. Il lui a dit qu'il pensait qu'elle avait un problème. Peut-être était-elle malade car elle ne lui répondait pas. Christina a tenté de réveiller Désiré en l'appelant et la secouant, mais elle n'a réagi à aucune de ses tentatives. Alors immédiatement, Christina a commencé à faire un massage cardiaque et a dit à Stéphane d'appeler le 911. La police a donc voulu interroger Nick, qui était avec Désiré. Il leur a expliqué que ce soir-là, il devait donner le bain à ses frères et sœurs. Il a emmené Désiré à la salle de bain pour son bain, disant qu'elle s'est déshabillée et est entrée seule dans la baignoire. Il raconte qu'une fois dans la baignoire, elle a vomi plusieurs fois, alors il a dû chercher ses lingettes pour bébé. Il a quitté la pièce, laissant Désiré dans la baignoire, et a dit avoir été absent environ 5 minutes avant de revenir. Quand il est revenu dans la salle de bain, c'est à ce moment-là que Nick a dit avoir trouvé Désiré le visage dans l'eau, inconsciente. Lorsque l'autopsie a été pratiquée sur le petit corps de Désiré le lendemain, le médecin légiste n'a trouvé aucune preuve qu'elle s'était noyée. Mais l'autopsie a révélé que Désiré avait subi une longue période de manque d'oxygène au cerveau. Et même si cela a été découvert, les circonstances de sa mort ont été indiquées comme indéterminées. Les enquêteurs de la police d'État ont commencé à examiner la mort de la fillette, tout comme les travailleurs de la protection de l'enfance du département des services à l'enfance de l'Indiana. Nick a d'abord été retiré du foyer, mais ensuite un juge lui a permis d'y retourner pendant l'enquête en cours. Et l'enquête de la police sur la mort de Désiré était toujours en cours lorsque le 20 juillet 2017, un nouvel appel au 911 a été passé depuis la maison pour un autre enfant inconscient. Cette fois, lorsque les ambulanciers sont arrivés, ils ont trouvé Nathaniel Ritz, âgé de 11 mois inconscient. C'était seulement 81 jours après que Désiré avait été emmené à l'hôpital. Nathaniel, comme sa sœur, a été emmené à Margaret Mary Health, où il a été déclaré mort tôt le lendemain matin. La police a appris que la famille avait dîné puis regardé la télévision ensemble ce soir-là. Vers 23h, Christina a demandé à Nick d'emmener Nathaniel se coucher car ils partageaient une chambre. Nick a obéi, mais peu après, il est sorti de sa chambre avec Nathaniel dans les bras, disant à sa mère que quelque chose n'allait pas. Il a dit avoir remarqué que Nathaniel restait immobile pendant qu'il faisait ses corvées. Et quand Nick s'est approché du petit garçon, il a dit que le petit garçon était froid et pâle. Une autopsie a également été pratiquée sur Nathaniel et sa mort a aussi été classée comme indéterminée. Une deuxième enquête a maintenant été ouverte, cette fois sur la mort de Nathaniel Ritz. Après la mort de Nathaniel, le service de protection de l'enfance de l'Indiane a placé Abigail dans une famille d'accueil et Nick est allé vivre chez sa grande-tante et son grand-oncle, Candace et Bob Barker, qui vivaient également à Osgood. Quelques mois ont passé, puis en septembre de cette année-là, les enquêtes, qui s'étaient déjà concentrées sur les personnes ayant vécu dans la maison, ont commencé à se concentrer plus précisément sur Nick. Non seulement il était présent les 2 fois, mais Christina avait également appelé la police le 5 septembre et leur avait dit que Nick venait tout juste de mutiler un chaton. Il l'avait tellement mutilé qu'il avait fallu l'euthanasier par la suite. Nick avait emmené un chaton appartenant à Bob et Candace au sous-sol où il a commencé à le torturer. Candace a dit que le chaton avait une blessure à la tête ressemblant à une perforation et aussi de profondes plaies ouvertes sur le corps, à tel point que certains de ses organes sortaient. Nick a avoué à sa grande-tante que le chaton l'avait griffé, alors il s'était fâché et l'avait serré trop fort. Et quand on s'est rendu compte que le chaton était tellement blessé qu'il devait être euthanasié, Nick a demandé à son oncle s'il pouvait l'accompagner pour voir la cervelle du chaton gicler partout. Oui, c'est horrible. Il a tellement mutilé ce chaton que ses organes pendèrent dehors. Pas étonnant que les enquêteurs se soient concentrés sur lui à ce moment-là. Candace a décrit son neveu comme ayant des problèmes de gestion de la colère et étant aussi très égocentrique.
Donc, Candace, qui est diabétique et a aussi une jambe prothétique, a dit aux enquêteurs que Nick lui avait dit, avec tous ses problèmes de santé, qu'elle devrait peut-être simplement mourir. Nick avait aussi fait des remarques similaires sur le vieux chien du couple. Après cet incident, la police a demandé des évaluations psychologiques pour Nick, Christina et Stephen. Lors de l'évaluation de Nick, il a parlé de grands couteaux, d'incendie et de libérer ses frères et sœurs de Satan. Il a refusé de dire s'il était responsable de la mort de ses 2 frères et sœurs, même si cela me semble évident à ce stade. Le 13 décembre 2017, le détective principal de l'affaire de Désiré et le détective principal de l'affaire de Nathaniel sont allés parler à Nick chez sa tante et son oncle. Lors de cette visite, Nick les a en fait pris à part et a dit qu'il avait besoin de leur parler. Il a dit qu'il avait récemment fait des rêves à propos des bébés. Et il a commencé à parler de sauver Désiré et Nathaniel de l'enfer dans les chaînes de feu. Quoi que cela veuille dire. Nick a dit qu'il avait eu de l'aide d'un ange pour libérer ses frères et sœurs. Il a aussi dit qu'il avait eu une conversation avec Dieu à propos de Désiré et Nathaniel, mais qu'il ne pouvait pas la partager avec les enquêteurs parce qu'il avait promis à Dieu de ne pas le faire. Quand Nick a été interrogé sur ce qui était arrivé à Désiré, au début, il a dit qu'il ne s'en souvenait pas. Mais lorsqu'on lui a posé des questions sur Nathaniel, Nick a dit qu'il avait placé le garçon sur le lit du bas, mis une couverture sur sa tête et appuyé dessus. Et lorsqu'on lui a de nouveau posé des questions sur Désiré, Nick a dit qu'il l'avait aidé à sortir du bain puis avait mis une serviette sur sa tête, l'étouffant. Pour qu'il la libère et qu'elle parte au paradis, c'est ce que Nick a dit. Il leur a expliqué qu'il savait que Désiré était morte quand son corps était devenu mou et que son visage avait bleui. L'adolescent a pleuré tout le long et a dit au détective qu'il ne voulait pas que ses frères et sœurs vivent l'enfer qu'il avait enduré. C'est pour cela qu'il les avait étouffés. Lorsque les enquêteurs lui ont demandé ce que représentait l'enfer pour lui, il a répondu « les corvées ». Nick a ensuite demandé aux détectives s'ils avaient vu la liste des corvées quotidiennes qu'ils devaient accomplir. Ils ont dit qu'ils connaissaient sa longue liste de corvées. Il a dit qu'il devait les protéger de Stephen Ritz parce qu'il ne voulait pas qu'il traverse ce qu'il avait traversé. L'oncle de Nick, Jeff, a récemment dit aux enquêteurs que Stephen avait déjà frappé Nick au visage et lui avait fait saigner du nez. Après avoir appris ces informations grâce aux déclarations de Nicholas et déterminé qu'elles étaient cohérentes avec les résultats de l'autopsie, la cause du décès de Nathaniel et de Désiré a été modifiée en asphyxie par étouffement. Mais pour une raison quelconque, ce n'est que le 28 août 2018 que Nick a été arrêté pour le meurtre de sa sœur Désiré et de son frère Nathaniel. Cependant, depuis que Nick avait avoué avoir tué ses frères et sœurs en décembre, Christina l'avait fait interner à la rue Carter Hospital. Nick avait d'abord été inculpé comme mineur, mais son affaire a été transférée au tribunal pour adultes début septembre. L'État de l'Indiana permet de juger des mineurs dès l'âge de 12 ans comme des adultes, selon la nature de leur crime et s'il existe des charges suffisantes. 5 médecins ont évalué Nicolas et 3 d'entre eux ont déclaré qu'il n'était pas apte à être jugé. Les 2 autres ont affirmé qu'il l'était. Mais le juge du comté de Ripley a donné raison à la minorité et a décidé que Nicolas pouvait et allait comparaître devant un jury. L'un de ces médecins avait diagnostiqué Nicolas avec un trouble de la personnalité antisociale et a déclaré que Nicolas représentait un danger permanent. Il a également passé un test de QI où il n'a obtenu qu'un score de 4,24. Et jusqu'à la date de son procès, Nicolas a été détenu dans un centre de détention pour mineurs du comté de Dearborn à Lawrenceburg. Nicolas risquait jusqu'à 65 ans de prison pour chacun des meurtres. Christina McCartney est allée dans l'émission du Dr Phil le 12 décembre 2018 pour parler de ce qui était arrivé à sa famille. Et elle a aussi défendu son fils. Mon fils Nick était vraiment un enfant de rêve. Il était l'enfant le plus serviable, le plus passionnant, plein de vie. Ses frères et sœurs étaient toute sa vie. Nick et Désiré étaient très proches. Ils s'asseyaient et leur lisaient des livres. Ils leur chantaient des chansons. La police de l'État a interrogé mon fils et selon eux, Nick a avoué avoir fait du mal aux enfants. Il a indiqué que les enfants étaient décédés par suffocation. Selon les policiers, mon fils leur a dit qu'il avait mis fin à la vie des enfants parce qu'il voulait qu'ils sortent de l'enfer dans lequel ils vivaient. Nicolas a été arrêté il y a 3 mois. Il est actuellement accusé de 2 meurtres. Le procureur veut juste jeter mon fils en prison.
Personne ne défend Nicolas, alors je dois le faire. Je veux que les gens comprennent que mon fils n'est pas un monstre. Et Christina a dit qu'elle n'avait jamais vu le mal chez son fils avant que cela n'arrive. Elle a aussi essayé d'affirmer que le beau-père de Nick, Stéphane, lui avait ordonné de tuer les enfants. Christina a dit que Stéphane avait dit à son fils que s'il ne tuait pas les 2 enfants, il tuerait Nick lui-même, et c'est pour ça que Nick l'a fait. D'accord, son procès était initialement prévu pour le 18 février 2020, cependant, il a été reporté au 16 août 2021. Il a duré toute une semaine. Candace Barker a témoigné à la barre et a dit que Nick était comme un petit-fils pour elle. Elle a dit au tribunal qu'il lui avait en fait avoué qu'il avait ôté la vie aux 2 enfants. Elle a témoigné qu'elle croyait que Nick avait 4 personnalités différentes et que l'une d'elles était très mauvaise et tout à fait capable de commettre un meurtre. En fait, Nick avait dit à sa grande-tante que cette personnalité était mauvaise et qu'elle ne voulait pas la voir. Il avait aussi dit à Candace qu'il voulait se lever devant l'assemblée et avouer avoir tué Nathaniel et Désiré. Mais à la place, il est simplement allé à l'autel. Et il a prié pendant 10 à 15 minutes. L'assemblée aurait été sous le choc. Moi. Candace a aussi dit que lorsque Nick avait été envoyé vivre avec eux, il pensait qu'il était là juste pour faire des corvées. Elle a aussi dit que Nick était très confus et ne distinguait pas la réalité de la fiction. Quand elle avait élevé la voix contre lui une fois pour qu'il aille dans sa chambre, il s'était caché au sous-sol et elle l'avait retrouvé plus tard là-bas, recroquevillé en position fétale. Et il n'arrêtait pas de dire « Ne me frappe pas, ne me frappe pas ». Candace avait été enseignante et avait enseigné pendant de nombreuses années à des enfants ayant des besoins particuliers. Vu son expérience, elle pensait que Nick était relativement autonome, mais n'avait pas les capacités verbales typiques d'un enfant de 13 ans. Elle a aussi dit qu'il dormait mal, faisait souvent des terreurs nocturnes et exagérait tout. Candace a également dit que Nick ne semblait pas réaliser que les enfants qu'il avait tués ne reviendraient jamais. Candace a dit qu'en réalité, Nick avait été frappé de plein fouet par le fait que Désiré et Nathaniel ne reviendraient jamais. Candace a ajouté que Nick n'a jamais nié l'avoir fait, mais qu'il avait plusieurs fois changé de version en vivant avec elle. Donc, à la fin du mois d'août, après 6 heures de délibération, le jury a déclaré Nicolas coupable des meurtres de Désiré McCartney et Nathaniel Ritz. Il a été condamné à 2 peines de 50 ans, une pour le meurtre de Nathaniel et une pour le meurtre de Désiré. Elles devaient être purgées consécutivement pour un total de 100 ans. Les funérailles de Désiré McCartney ont eu lieu le 11 mai 2017 à la maison funéraire Porter Oligar Pearson à Greensburg. Malheureusement, en raison des circonstances, aucun détail sur les funérailles de Nathaniel n'est disponible. Eh bien, merci d'avoir écouté toutes les histoires de Désiré et Nathaniel aujourd'hui. Je ne comprends pas comment personne n'a pu voir le mal qui se cachait à l'intérieur de Nicolas avant les meurtres. Il a tué 2 enfants innocents ainsi qu'un chaton, tout cela en l'espace de 81 jours. Mais il n'y avait aucun signe avant cela? Ça n'a tout simplement aucun sens. Et si tu regardes l'ancien compte Facebook de Nicolas, tu verras qu'il y a beaucoup de photos de lui et de Désiré. Il semblait vraiment aimer sa sœur, mais peut-être que dans son esprit tordu, c'était une façon de l'empêcher de subir les choses horribles qu'il avait déjà traversées à l'âge de 13 ans. Mais qu'en penses-tu ? La faible graisse corporelle et la perte musculaire ont sans doute accentué la douleur. En réponse, Shane, qui s'est vanté lors d'un appel depuis la prison d'avoir pleuré devant le juge, a dit ceci. « Je suis tellement désolé pour la façon dont Gavin a été traité. » Gavin Hansen Peterson est né à Ogden, dans l'Utah, le 5 janvier de Melanie et Shane Peterson. C'était un petit garçon heureux, intelligent, drôle, gentil et curieux. Gavin aimait les sciences et en apprendre davantage sur le système solaire. Sa couleur préférée était le bleu et il adorait jouer à Pokémon sur sa Nintendo Switch. Gavin avait aussi 2 frères et une sœur. Maintenant, l'un de ses frères était issu d'une relation que Shane a eue après sa séparation avec Melanie, car le couple s'était séparé quand Gavin n'avait qu'1 an. Puis,
Lorsque le petit garçon avait 2 ans en 2014, il a été retrouvé errant dehors, sans surveillance, devant chez lui. Lorsque les policiers sont arrivés et sont entrés dans la maison, ils ont trouvé de la marijuana dans une pipe posée sur une étagère et Mélanie a été inculpée pour cela. Quelques mois plus tard, elle a plaidé coupable d'avoir laissé un enfant être exposé à des drogues illégales ou à des accessoires liés à la drogue, puis a été condamnée à une probation. La mère de Gavin a pris sa probation très au sérieux. Elle a accompli ses travaux d'intérêt général ainsi que ses programmes de santé mentale et de lutte contre la toxicomanie. À la mi-2015, elle avait un emploi stable et avait fait tout ce que les tribunaux lui avaient demandé. Mais quoi qu'il en soit, la mère ne retrouverait jamais la garde légale de ses 3 enfants. Après avoir été retirés à leur mère, Gavin et ses 2 frères et sœurs aînés ont été envoyés vivre chez leur père, Shane Peterson, et sa nouvelle épouse, qui s'appelait Nicole Scott. Nicole n'aimait pas du tout l'ex de Shane, Mélanie, et elle le faisait bien savoir. Ce ressentiment envers l'ex de Shane s'est également répercuté sur la façon dont Nicole percevait les enfants, car ils étaient un rappel constant de son ancienne vie, celle qu'il avait osé avoir avant elle. Même si Mélanie n'a jamais récupéré la garde de ses enfants, elle avait tout de même des droits de visite. À chaque fois que c'était son tour de voir les enfants, Gavin courait vers elle, tout excité. Mais ses 2 aînés, Mélanie et Tyler, ne semblaient jamais vouloir voir leur mère. Selon Mélanie, son père et sa belle-mère l'avaient manipulée pour qu'elle déteste sa mère, et elle a coupé tout contact avec elle. Pendant les 2 premières années avec leur père, tout semblait aller bien. Puis, à la fin de 2018, vers le moment où Mélanie a eu 13 ans, elle a dit qu'elle avait commencé à ressembler davantage à sa mère. Cela a poussé Nicole à en vouloir à l'adolescente et à lui crier dessus plus souvent et à l'insulter. La situation est vite devenue si grave que Mélanie devait demander la permission à sa belle-mère pour se doucher ou utiliser les toilettes. Une fois, Nicole est même allée jusqu'à raser la tête de Mélanie pour la punir d'avoir brossé ses propres cheveux. Mélanie a également commencé à passer de longues heures dehors, car elle était obligée de faire les travaux de jardinage chez son père et chez son arrière-grand-mère, qui habitait de l'autre côté de la route. Mélanie accomplissait presque toutes les tâches domestiques, et bientôt sa belle-mère Nicole la priva aussi de nourriture. Quand on lui donnait à manger de temps en temps, on lui servait du pain avec de la moutarde parce que Nicole savait que Mélanie détestait la moutarde. Nicole a même commencé à surveiller Mélanie avec des caméras de vidéosurveillance installées dans toute la maison. Elle enfermait aussi l'adolescente dans sa chambre pendant la journée. Parfois, elle attachait même Mélanie au lit avec des colliers de serrage. Ils m'ont manipulée pour que je déteste ma mère. Mélanie Peterson dit qu'elle vivait dans un isolement total sous le toit de son père Shane Peterson et de sa belle-mère Nicole Scott. Elle m'insultait tous les jours. Les violences émotionnelles et physiques ont commencé à la fin de 2018, quand elle avait environ 13 ans. Mélanie décrit des détails troublants, comme la fois où Nicole lui aurait rasé la tête en guise de punition pour s'être brossé les cheveux. À ce moment-là, je me concentrais surtout sur ma survie. Mais ce n'était que le début. Il me faisait mourir de faim jusqu'à ce que je sois vraiment maigre. Mélanie affirme qu'elle était nourrie 1 à 2 fois par jour avec la même nourriture que, selon les procureurs, son petit frère Gavin mangeait avant de vraisemblablement mourir de faim. La même chose que Gavin, Frederick Foster. Mélanie dit que Nicole mettait de la moutarde car les enfants n'aimaient pas ça. Il faut que j'en parle. Elle dit avoir été enfermée dans une chambre, surveillée en permanence par Nicole via la caméra et même attachée au lit avec des colliers de serrage. Il m'attachait les chevilles. Et elle disait que si je bougeais, elle me frapperait encore et encore. Mélanie dit que Nicole la battait avec une ceinture ou une cuillère en bois. Pendant que tout cela se passait, le père de Mélanie, Shane, faisait semblant de ne rien savoir, ou parfois il regardait et participait même aux punitions. Le frère aîné de Mélanie, Tyler, était aussi encouragé à la battre, alors que tous les deux avaient autrefois été très proches. À cette époque, Gavin n'était pas puni aussi sévèrement que sa sœur. Au contraire, elle était punie chaque fois que son petit frère faisait une bêtise. En mars 2019, une amie inquiète à qui Mélanie s'était confiée a parlé à un conseiller scolaire de la situation et les services de protection de l'enfance ont été contactés. Peu après, une assistante sociale est venue interroger Mélanie. Au début, l'adolescente lui a dit qu'elle allait bien parce qu'elle avait peur que son père et sa belle-mère se vengent d'elle. Finalement, elle a tout raconté à l'assistante sociale. Mais même si Mélanie a dit à l'assistante sociale qu'elle était, je cite, « terrifiée à l'idée de rentrer chez elle », elle y a quand même été renvoyée. Incroyable. Au lieu de placer Mélanie et ses frères et sœurs dans un autre foyer,
un foyer plus sûr, un plan de sécurité a été mis en place. Ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire. Je leur ai dit que j'étais terrifiée à l'idée de retourner avec eux. Mélanie précise qu'un plan de sécurité a été instauré et que Nicole ne pouvait pas rester seule avec elle. Je me souviens qu'elle m'a dit qu'elle voulait me tuer. Les services de protection de l'enfance ont décidé que Mélanie irait chez son arrière-grand-mère, de l'autre côté de la rue, jusqu'au retour de Shane du travail chaque jour. C'était apparemment leur solution. Mais dis-moi en quoi cela a du sens, surtout que Shane est complice de toutes les violences. Ce plan étant vu comme une solution par les services de protection de l'enfance, le dossier a été clos 1 mois plus tard. À partir de là, la maltraitance de Mélanie par Nicole n'a fait qu'empirer, évidemment. En avril 2019, l'adolescente, qui en avait assez, a décidé de s'enfuir de chez elle. Mais Shane et Nicole l'ont retrouvée marchant près d'une station-service peu de temps après. Une fois qu'elle est montée dans la voiture avec son père et sa belle-mère, Nicole a commencé à étrangler Mélanie. L'adolescente a dit qu'elle avait eu l'impression qu'elle allait mourir. Un jour de mai, Mélanie jardinait dehors lorsqu'elle a accidentellement cassé l'arroseur en passant dessus avec la tondeuse. Elle était terrifiée à l'idée de ce qui pourrait arriver si Nicole le découvrait. À ce moment-là, sa belle-mère faisait une sieste, mais son père était à la maison et réveillé. Il a dit à Mélanie de monter dans la voiture, et elle a cru qu'ils allaient à la quincaillerie pour acheter un article de remplacement. Mais au lieu de faire cela, Shane a conduit Mélanie chez sa mère et l'a déposée là-bas. À partir de ce jour-là, Mélanie a de nouveau vécu avec sa mère. Une fois que Mélanie a raconté à sa mère ce qui se passait chez Shane, Mélanie a contacté le numéro non urgent du bureau du shérif du comté de Weber. Et l'affaire a été transmise au service de protection de l'enfance. Lorsqu'un détective a ensuite parlé avec Mélanie et sa mère, il a dit à cette dernière que parfois il y avait une éducation trop stricte comme celle de Shane, et parfois une éducation trop laxiste comme la sienne. Et qu'il ne pouvait pas simplement arrêter quelqu'un pour avoir fait une mauvaise coupe de cheveux, en faisant référence au moment où Nicole avait rasé la tête de Mélanie. L'employé des services de protection de l'enfance a également dit à la mère qu'il n'y avait rien à faire car il n'y avait aucune preuve. C'était même s'ils avaient pris une photo d'un bleu de la taille d'une balle de golf sur la jambe de Mélanie, qu'elle disait que Nicole lui avait fait. Lorsque Shane et Nicole ont vu les informations des services de protection de l'enfance, ils ont déclaré que Mélanie était instable et peu fiable, nécessitant une surveillance constante. Ils ont également déclaré que la raison pour laquelle Nicole avait rasé la tête de Mélanie était que ses cheveux sentaient l'urine et qu'ils ne voulaient pas qu'on se moque d'elle à l'école. Donc, vous n'auriez pas pu simplement, je ne sais pas, lui laver les cheveux. Shane a ensuite dit que la raison pour laquelle il avait ramené Mélanie chez sa mère était parce qu'elle était trop rebelle et lui en voulait d'avoir des règles. Shane a dit qu'elle préférait de toute façon vivre avec Mélanie. Apparemment, cela a suffi au service de protection de l'enfance, car rien de plus n'a été fait. Après que Mélanie ait entendu comment sa fille était traitée par Shane et Nicole, elle a engagé un avocat pour essayer de récupérer Gavin. Son fils aîné, Tyler, était déjà majeur. Mélanie a ensuite retrouvé ses droits de visite avec Gavin en novembre 2019 et elle passait du temps avec lui un week-end sur 2. Jusqu'à la fin février 2020, lorsque Nicole a découvert que Mélanie avait pris une photo de Gavin pour documenter les signes de malnutrition qu'elle remarquait. Après cela, Mélanie a dit que Nicole et Shane avaient fait de fausses allégations contre elle auprès des services de protection de l'enfance. Ils ont dit qu'elle essayait de briser leur accord de garde et de retourner Gavin contre eux. Mélanie a contesté les allégations, mais en attendant la décision de la division des services à l'enfance et à la famille de l'Utah, et avec la procédure retardée par la pandémie, les services de protection de l'enfance ont jugé nécessaire des services à domicile chez elle et chez Shane. À ce stade, avec Mélanie hors de la maison, l'attention et la maltraitance de Nicole se sont tournées vers Gavin. Gavin devait maintenant faire toutes les corvées à l'intérieur et à l'extérieur de la maison, comme sa sœur en était auparavant responsable. Après qu'il ait terminé tout son travail, Nicole lui donnait un morceau de pain avec de la moutarde dessus et un tiers de tasse d'eau. Mais elle ne lui donnait pas à manger tous les jours, seulement si elle estimait qu'il l'avait mérité. Inutile de dire qu'il a commencé à perdre du poids rapidement, et il n'a pas fallu longtemps avant que ses côtes soient visibles. En août 2020, les services de protection de l'enfance ont reçu un appel signalant des inquiétudes concernant la façon dont Gavin était traité chez son père. Cependant, les informations ne répondaient pas aux critères exigés par la loi de l'État de l'Utah pour ouvrir une enquête. Mais elle a toutefois été transmise à l'intervenante à domicile de la famille,
qui s'occupait actuellement du dossier. En mai 2021, la famille Peterson avait terminé avec succès ses services à domicile et un juge a clos le dossier. À l'école, les employés de la cantine remarquèrent que Gavin ne demandait que de l'eau à midi. Ensuite, il restait debout près de la poubelle pendant tout le reste du temps. Il attendait que la cantine se vide, puis fouillait la poubelle pour trouver des restes. Gavin a finalement confié à Jan, une employée de la cantine, qu'il avait faim depuis plusieurs jours mais n'avait pas d'argent pour acheter à manger le midi. Alors Jean et d'autres membres du personnel ont commencé à l'aider à payer ses repas. Cependant, lorsque Nicole l'a appris, elle s'est rendue à l'école et a commencé à crier sur les employés, leur disant qu'il ferait au mieux de ne pas nourrir Gavin. Il continuait malgré tout à lui donner discrètement de la nourriture. Peu de temps après cet incident, Gavin est revenu à l'école avec une dent ébréchée. En septembre 2022, quelqu'un qui s'inquiétait pour le bien-être de Gavin a appelé les services de protection de l'enfance. Mais une fois de plus, un employé de la ligne d'assistance a décidé que cela ne répondait pas aux critères pour ouvrir une enquête. Puis, en mars 2023, les services de protection de l'enfance de l'Utah ont reçu un autre signalement indiquant que Gavin était négligé. Et cette fois, ils ont effectivement ouvert une enquête. 2 jours plus tard, l'agence a de nouveau été alertée de la maltraitance de Gavin et cette information a été ajoutée au dossier en cours. Quelques jours plus tard, Gavin a été interrogé par les services de protection de l'enfance et leur a déclaré qu'il n'y avait aucune maltraitance chez lui. Mais ensuite, le 8 mai, les services à l'enfance ont reçu un nouveau signalement affirmant que Gavin était maltraité dans la maison de son père. Après cela, une enquêtrice s'est rendue au domicile et a interrogé Gavin, son père et sa belle-mère séparément. L'affaire a été classée une semaine plus tard, sans preuve de négligence ni de maltraitance. En août, Gavin avait été retiré de l'école et il a été signalé qu'il recevait désormais l'instruction à domicile. Et pour une raison quelconque, l'Utah n'a mis en place aucune politique pour surveiller les enfants retirés de l'école après des allégations de maltraitance ou de négligence. Alors que la famille Peterson avait des photos de tous les autres enfants dans leur maison, il n'y en avait aucune de Gavin. L'un des collègues de Shane a dit qu'il avait même une photo de son plus jeune fils sur son bureau, mais il ne savait même pas que Gavin existait. Des messages textes entre Shane et Nicole parlent de combien ils détestent Gavin et à quel point ils aiment le torturer. Ils ne l'appellent jamais non plus par son prénom, utilisant uniquement des termes péjoratifs lorsqu'ils parlent de lui. Leur conversation incluait parfois aussi le frère aîné de Gavin, Tyler. Et les 3 adultes discutaient pour savoir si Gavin avait le droit d'utiliser les toilettes ou s'il avait le droit de manger. Ils parlaient aussi de frapper Gavin, y compris en utilisant un bâton de piñata pour le faire. Dans une conversation, Nicole a dit qu'elle détestait Gavin de plus en plus chaque jour. Elle a dit cela après qu'une infirmière scolaire l'a appelée pour lui signaler une grave infection au lit de l'ongle de Gavin. Ensuite, Nicole a dit à Shane que le petit garçon faisait ça juste pour attirer l'attention. Contrairement à celle de ses frères et sœurs, la chambre de Gavin n'avait que du contreplaqué peint, sans moquette. Il y avait aussi du ruban adhésif posé sur le sol délimitant un rectangle, et c'était censé servir de lit à Gavin. Il n'avait ni couverture, ni literie. Gavin était battu à plusieurs reprises et privé de nourriture et d'eau. Et il est dit qu'il en est même venu à manger ses propres excréments pour tenter de survivre. Le 9 juillet 2024, les policiers ont répondu à un appel signalant que Gavin était tombé dans la baignoire et ne réagissait plus. Lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux et ont vu le petit garçon, il était à peine en vie. Il était froid et gravement mal nourri. Sur le sol de sa chambre, autour de lui, il y avait de nombreux tas de vomi noirs. Les premiers intervenants ont trouvé un faible pouls et ont emmené Gavin d'urgence à l'hôpital. Cependant, il a été déclaré mort à son arrivée à cause d'une défaillance totale des organes, selon un médecin. La mort de Gavin a été attribuée à des complications dues à un sepsis, avec des facteurs contributifs tels que la pneumonie, la déshydratation et des infections non traitées. Selon Nicole, qui avait appelé le 911 son beau-fils, était malade depuis quelques jours avant qu'elle ne le trouve inconscient et couvert de vomi sur le sol de la salle de bain. Nicole et Shane ont tous deux déclaré que Gavin était malade depuis plusieurs jours avant sa mort, qu'il avait vomi et souffrait de convulsions, mais qu'il ne l'avait pas emmené chez le médecin. L'autre chose, c'est que Nicole avait attendu près d'une demi-heure après avoir trouvé Gavin inconscient avant d'appeler le 911. Il s'était écoulé 21 minutes complètes entre le moment où elle avait envoyé un message à Shane
pour lui demander ce qu'elle devait faire à propos de Gavin et celui où elle avait appelé les services d'urgence. Ensuite, en attendant l'arrivée des premiers secours, Nicole a inversé la serrure de la porte de Gavin afin qu'elle puisse désormais être ouverte de l'intérieur. Maintenant, le frère aîné de Gavin, Tyler, avait envoyé un message à leur père, Shane, après avoir appris que son petit frère était en train de mourir. Il était paniqué et a demandé ce qu'il devait faire ensuite. Mais ce n'était pas par inquiétude pour Gavin, mais plutôt pour sa propre survie. Les enquêteurs allèrent trouver des images de vidéosurveillance montrant Tyler se rendant 3 fois à l'abri de jardin à l'arrière de la maison après l'appel au 911. Lors de 2 de ces allers-retours, Tyler transportait des objets que la police identifierait plus tard comme les caméras de surveillance de la maison. Sur une grande partie des images obtenues par les enquêteurs, Gavin ne portait rien d'autre qu'une couche très saturée. On pouvait aussi voir qu'il avait des plaies sur tout le dos. Son sourire m'a toujours fait sourire. Rachel Reynolds affirme que le sourire de Gavin Peterson, âgé de 12 ans, était contagieux, mais qu'elle a remarqué un changement chez lui à l'école. Il gardait sa photo de 5e année derrière vous. Pourquoi? Parce qu'il y avait une grande différence sur cette photo par rapport aux autres. On peut voir qu'il était clairement plus triste. Quand Gavin était à Kensville Elementary, Reynolds, aide scolaire, passait du temps seul avec lui et a raconté l'avoir vu tenter de manger de la nourriture dans la poubelle. Ça me hante depuis la première fois que j'ai vu ça. Et c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Reynolds se souvient d'un moment où elle a personnellement accompagné Gavin au bureau et qu'un appel a été immédiatement passé au service de protection de l'enfance. Elle dit que ce souvenir la déchire encore aujourd'hui. C'était en hiver et il s'est retourné sur son siège. Il m'a souri et il m'a dit « Mademoiselle Rachel, est-ce que c'est grave ?» Et il m'a montré ses mains, elles étaient enflées. Ses doigts étaient enflés parce qu'il s'était manifestement arraché la peau autour des ongles. Et elles avaient l'air infectées. Est-ce que cela ressemblait à de l'automutilation? À quoi cela ressemblait-il pour vous? Pour moi, ça évoquait quelqu'un avec un tic nerveux qui s'arrache la peau des doigts, comme lorsqu'on tire sur une petite excroissance, mais là, c'était sur chaque doigt. Elle dit que rien n'est ressorti de l'appel téléphonique au service de protection de l'enfant ce jour-là et qu'elle ressent la même chose concernant d'autres appels et signalements à l'agence. Reynolds affirme que l'inquiétude a augmenté quand Gavin a été retiré de l'école. Quelqu'un lui donne-t-il à manger? Quelqu'un s'occupe-t-il de le nourrir? Des collègues connaissaient des enfants de son quartier et demandaient « L'as-tu vu? Est-ce que quelqu'un l'a vu? Est-ce que quelqu'un l'a vu de tout l'été? » Et à partir du dernier jour d'école, personne à l'école, à ma connaissance, ne l'a vu. Certaines d'entre vous ont pris des nouvelles. Oui. Et aucune réponse. Non, j'aurais aimé que les appels à l'aide soient entendus. Nicole, Tyler et Shane ont été arrêtés et inculpés pour la mort de Gavin, puis placés en détention sans possibilité de libération sous caution. En avril 2025, Nicole a plaidé coupable des accusations portées contre elle et elle a été condamnée à une peine de 15 ans à la perpétuité pour meurtre, ainsi qu'à 5 peines de 1 à 15 ans de prison, 3 pour maltraitance aggravée sur enfant et 2 pour obstruction à la justice. Elle a également été condamnée à une peine de 0 à 5 ans pour mise en danger d'un enfant et à 1 an de prison pour possession ou usage d'une substance contrôlée. Le juge a ordonné que les peines soient purgées consécutivement, ce qui signifie que Nicole restera en prison pendant au moins 20 ans. Ça veut tout dire. À moi, c'est à moi de parler. Je crois que ça s'est vraiment passé comme ça. Il essayait de survivre. Alors que le juge décrivait l'horrible affamement et la torture subie par Gavin Peterson, âgé de 12 ans, sa belle-mère, Nicole Lee Scott, a tenté de nier les conclusions troublantes de l'enquête. Il est décédé sous ma garde. J'aurais dû mieux m'occuper de lui. Le juge a également décrit les actes de Nicole comme étant similaires à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale dans les camps de concentration. Au tribunal, Mélanie, la sœur aînée de Gavin, a lu une déclaration. « Mon petit frère comptait tant pour moi. » Donc, apprendre ce qui lui est arrivé m'a vraiment bouleversée émotionnellement. Chaque jour, je me réveille en colère et triste, car Gavin ne peut pas être avec sa vraie famille. Elle a dit que Gavin était unique en son genre et qu'il méritait la vie qu'on lui a enlevée. Elle a dit qu'elle ne pardonnera jamais à Nicole ni à son père, Shane, et qu'elle pleurera Gavin avec sa famille pour le reste de leur vie. Mélanie a ensuite demandé au juge de ne donner ni à son père ni à Nicole la chance d'avoir une vie normale. Shane Peterson a également plaidé coupable des accusations portées contre lui et,
Le 6 mai 2025, il a été condamné à une peine allant de 8 ans de prison à la perpétuité, ce qui constituait la peine maximale possible. Avant de le condamner, le juge a adressé quelques mots au père. Gavin était très probablement conscient du fait qu'il y avait de la nourriture et que le reste de la famille mangeait. Il a probablement aussi senti l'odeur de la nourriture qu'il mangeait. Il est probable que cela ait causé une grande angoisse et détresse. Une manifestation courante de la faim à un stade avancé est la capacité de surmonter le dégoût et de manger des choses non comestibles pour survivre. Les abus psychologiques subis par Gavin, tels que le fait d'être isolé des autres enfants à l'école, l'absence de contacts extérieurs, la restriction à sa chambre, la surveillance par caméra, l'interdiction de porter des vêtements, l'obligation de porter des couches, la privation d'amour et de soins médicaux, ont profondément marqué sa psyché. D'après les témoignages du personnel de l'école, il s'agissait d'un enfant essentiellement normal qui a été poussé jusqu'à un point de rupture psychologique. Il aurait été conscient de ce qui se passait. Il aurait compris que c'était mal et que les adultes dans sa vie, sur lesquels il aurait dû pouvoir compter pour tout, étaient en fait ses bourreaux. Il ne fait aucun doute que Gavin a ressenti une douleur physique avant son décès. Son corps portait de nombreuses traces indiquant qu'il avait été battu à plusieurs reprises. La faible graisse corporelle et la perte musculaire ont sans doute accentué la douleur. Et je peux vous dire que c'est en partie pour cela que l'accusation a gardé sa présentation courte. Pour résumer les blessures physiques identifiées chez Gavin, son état de malnutrition ainsi que les antécédents recueillis confirment qu'il a subi des actes de torture infligés à un enfant pendant des jours et des semaines, voire des mois, ayant conduit à sa mort. Il aurait été conscient de ce qui se passait, de ce qu'il ressentait et vers qui il aurait dû pouvoir se tourner pour obtenir des soins et du soutien. Il aurait eu tellement faim qu'il aurait été prêt à risquer des conséquences physiques connues pour obtenir de la nourriture afin de rester en vie et à surmonter le dégoût inné d'ingérer des excréments. Il aurait ressenti de la peur, de la tristesse et de la douleur. De plus, ses frères et sœurs auraient subi un traumatisme psychologique du fait d'avoir vécu dans ce même environnement. En tant que juge, nous devons prononcer une peine en nous basant sur les faits. Mais personne n'est assis ici sans émotion, sans empathie, expérience humaine ou juste du bon sens. Tu n'as pas besoin d'être parent ni d'être un criminel. Tu n'as pas besoin d'être l'une de ces personnes pour penser « Oh, peut-être que c'est peut-être mal ». La raison pour laquelle j'insiste là-dessus, et ça m'émeut vraiment, c'est parce que je pense d'abord que tu étais le père de Gavin. Je ne pense pas que tu mérites encore ce titre, mais il n'y a rien à faire pour le changer. Tu n'étais certainement pas son père et tu n'étais certainement pas son protecteur. Je ne crois pas une seconde que tu n'as pas fait partie intégrante d'une grande partie des abus qu'il a subis. Je trouve aussi révélateur que je sois plus émotive à ce sujet que toi. Et je pense qu'il y a une raison à cela. Je ne pense pas qu'il existe assez d'adjectifs et d'adverbes pour décrire à quel point cette situation est horrible. Dans des appels surveillés depuis la prison après que Shane ait plaidé coupable, il a dit qu'il avait réussi à, je cite, « faire couler une larme pour la juge ». Le frère aîné de Gavin, Tyler, a aussi plaidé coupable, mais il souffrait d'une maladie mentale. Il a été diagnostiqué avec de l'autisme, une dépression persistante, la présence d'un trouble de la personnalité et une anxiété généralisée. Sa condamnation n'a pas encore eu lieu.
Ça m'a brisé le cœur de savoir qu'il est mort de cette façon. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut faire ça à une autre personne. Avec le soutien de son frère, Melanie Peterson prend la parole pour la première fois, le cœur brisé par la mort de son plus jeune enfant, Gavin Peterson, âgé de 12 ans. La dernière fois que je l'ai vu, j'ai pris une photo de lui parce qu'il avait l'air tellement maigre. Je n'aurais jamais imaginé que Shane laisserait cela arriver, qu'il le laisserait mourir de faim et le laisserait mourir. Pour le premier anniversaire de la mort de Gavin, un petit groupe s'est réuni discrètement près d'un arbre planté au R. Kenneth Baldwin County Park, à West Haven, pour se souvenir de la vie du jeune garçon. Les organisateurs de l'événement militent également pour qu'une nouvelle loi soit adoptée, permettant aux forces de l'ordre d'obtenir un mandat afin d'effectuer une vérification du bien-être d'un enfant si l'école de cet enfant signale un risque potentiel de maltraitance. Interrogée sur ce qu'elle dirait à Gavin s'il était présent, l'ex-assistante de son école, Rachel Reynolds, a déclaré qu'il est très fort, qu'il compte, qu'il est important pour tous et qu'il a marqué la vie de chacun de ceux qui l'ont côtoyé. Ses amis regrettent son absence. Tout le monde à l'école ressent son absence, et nous l'aimons tous. En février 2026, Tyler Peterson, âgé de 23 ans, serait condamné. Il a été condamné à une peine allant de 5 ans à la perpétuité pour homicide, de 1 à 15 ans pour 2 chefs d'accusation de maltraitance aggravée sur enfant, et de 1 à 15 ans pour obstruction à la justice. Ces peines doivent être purgées simultanément. La mère de Tyler et Gavin a écrit une lettre, lue au tribunal par son avocate, affirmant « Je sais que Tyler n'aurait jamais fait cela de lui-même. Il a été manipulé dès son plus jeune âge. Je vous demande de permettre à Tyler de poursuivre son traitement à domicile dans un environnement positif et aimant. Il ne recevra pas cela en prison, où il pourrait ne pas obtenir le traitement dont il a besoin. » Cependant, le procureur a dit au tribunal que Tyler avait activement participé à la maltraitance de son frère. Il a cité des messages textes que Tyler avait envoyés à Scott, dans lesquels il énumérait les choses qu'il avait infligées à Gavin, y compris des coups et le fait de forcer le petit garçon à se retenir d'uriner. Certaines photos retrouvées montraient Tyler en train de donner des coups de pied et de frapper Gavin seul. L'accusation a aussi mentionné une fois où la famille est allée à Disneyland, laissant Tyler à la maison avec Gavin. Pendant ce temps, Tyler aurait infligé des tortures mentales et physiques à son petit frère. La juge a affirmé que c'était l'une des affaires les plus difficiles de sa carrière de 31 ans. Tu avais la possibilité de ne pas adopter le comportement que tu as eu. Tu as été une participante active depuis 2020. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Les remarques de la juge faisaient suite aux arguments de l'avocate de Tyler, selon lesquels le jeune homme de 23 ans avait subi des années de maltraitance et de manipulation. Quand Nicole disait « saute », tu demandais « à quelle hauteur ?» Pourquoi a-t-il dit ça? Parce qu'il ne voulait pas être là comme Gavin. Le plateau de la justice l'emporte sur celui de la clémence. Eh bien, merci d'avoir écouté l'histoire de Gavin aujourd'hui. Je n'arrive pas à croire que plusieurs personnes aient vu ce jeune garçon manger dans une poubelle et dépérir lentement. Pourtant, les services de protection de l'enfance n'ont jamais jugé nécessaire de le retirer du foyer de son père et de sa belle-mère. Sans parler du fait que sa grande sœur avait déjà dit à plusieurs adultes qu'elle avait elle aussi été maltraitée à la maison. C'est scandaleux et ça n'a aucun sens. Que penses-tu de cette affaire? Si tu aimes les affaires criminelles et que tu veux m'entendre les raconter, abonne-toi et active les notifications pour être informé des nouvelles vidéos publiées au moins 2 fois par semaine. Merci d'avoir regardé Un Monde Maléfique. À bientôt, prenez soin de vous. Salut! Merci à tous les mécènes d'Un Monde Maléfique. Maintenant, il y a encore plus de contenu d'Un Monde Maléfique sur Patreon. Alors allez voir sur patreon.com à Wicked World ou utilisez l'application Patreon. Accédez chaque mois à des vidéos exclusives et plus encore. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société liées à chaque affaire. Avez-vous une suggestion d'histoire que vous aimeriez que je traite? Si oui, envoyez-moi un email à awickedworld@crimeegmail.com.